Hop. Et voilà, et on commence donc par le premier écrit euh, de l'équipe Les Poissonniers de l'Apocalypse avec Silverlight, Bob Bob Bob, Koro et Darren Lee. Et on commence par le profil de bestiole de Kevin. Du coup, c'est un profil format GDI Solution Phonic Wilson. J'étais presque certain qu'il y avait déjà une bestiole qui s'appelait Kevin. Je ne l'ai pas trouvé. Dossier confidentiel, accès interdit. À la demande des superviseurs, le profil de bestiole suivant a été rendu inaccessible au public. Afin de pouvoir prévenir les volontaires des solutions phoniques Wilson des dangers liés à certaines bestioles et du monde anormal dans lequel nous vivons, ceux-ci peuvent accéder au dossier depuis l'ordinateur central. Gontran, si tu lis ces lignes un jour, on ne t'oublie pas et on espère te revoir très vite. Veuillez entrer votre mot de passe accepté. Profil de bestiole Kevin. Présentation. Nom Kevin. Espèce Hexaprotodon liberiensis, hippopotame pygmée. Superviseur central Gontran Cantrou. Équipe maritime. Régime alimentaire, poissons, coquillages et algues. Laisser les coquilles des coquillages, les briser avec ses pinces l'amuse beaucoup. Lieu de vie, centre des solutions phoniques Wilson, aquarium 21. Caractéristiques de la bestiole. Kevin est une addition récente du centre Wilson. C'est un hippopotame pygmée, généralement trouvable en Afrique de l'Ouest. Il nous a été confié par les superviseurs après avoir été retrouvé errant près des côtes réunionnaises où il gênait leurs opérations. Kevin mesure 70 cm au garrot, soit moins que la moyenne de son espèce. Effectivement, c'est tout petit. Il possède cependant une peau bien plus épaisse que ses comparses, donc prévoyez du matériel adéquat lors des visites vétérinaires. Autre différence avec les autres hippopotames pygmées, les pattes avant de Kevin semblent avoir été remplacées par des pinces de grande taille, qu'il manie d'une pince de maître. De plus, bien qu'il puisse respirer à l'air libre, il semble avoir développé un système de branchies lui permettant de rester plus longtemps dans l'eau, où il est de toute façon bien plus à l'aise pour se déplacer. Ok, donc c'est un hippopocrabe. C'est Euh, chouette ça. ouais. Moi je trouve que c'est très court. Je parlerai de mon impression à la fin. Historique. Image supprimée. L'image présente un risque de fuite d'informations a été supprimée. Kevin rencontre ses nouveaux copains. Kevin nous a été apporté par une équipe de superviseurs la semaine dernière, après avoir été repêché au large des côtes réunionnaises, pas loin d'un de leurs sites. Ils pensaient qu'un de leurs propres pensionnaires s'était échappé, mais apparemment non. Au vu de l'apparence de Kevin, ils ne pouvaient pas vraiment le laisser vagabonder dans la nature, alors ils nous l'ont confié après avoir fait quelques tests dessus, sûrement pour vérifier qu'il allait bien. Au départ, Kevin était très agressif envers nous, mais comment lui en vouloir, ce changement de situation a dû être brutal. S'il reste tout de même méfiant envers ses soigneurs, il s'est relativement calmé ces derniers jours. Pour l'instant, nous continuons de nous en occuper et à en apprendre plus sur lui. Ce n'est que le début de notre aventure ensemble après tout. Je tiendrai cette page à jour avec de nouvelles informations s'il se passe quelque chose de notable. Les superviseurs ont dit qu'elles se tiendraient au courant du comportement de Kevin. Ils ont dû s'attacher à lui eux aussi. Besoins spéciaux et hébergement. Au début, Kevin a été installé dans l'enclos mixte 6, mais quand on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se déplacer sur Terre à cause de ses pinces, il a été déménagé vers l'aquarium 21 qui était disponible. Niveau alimentation, Kevin montre une grande préférence pour les poissons vivants et les coquillages qu'il peut casser de lui-même. Et même si ma maman m'a dit qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture, c'est un plaisir de le voir s'amuser comme ça. Il aime également brouter toutes les algues qu'il trouve, donc l'aquarium doit être gardé le plus propre possible afin qu'il ne mange pas n'importe quoi. Note à propos de Kevin. Les superviseurs et quelques locaux nous ont confié d'autres bestioles aux caractéristiques semblables à celles de Kevin, qui semblent proliférer ces temps-ci. Si certaines ne sont pas du tout compatibles avec Kevin, qui a essayé de les manger dès qu'il les a vues, comme les poissons à pinces de Monsieur Neverd, il tolère la présence de certains d'entre eux, comme celle de Muriel, la murène à pinces rapportée par les superviseurs. Kevin et Muriel sont devenus inséparables depuis leur rencontre, donc j'ai bon espoir de pouvoir les faire cohabiter avec d'autres résidents bientôt. Alors nous avons essayé de les faire se rencontrer pour voir s'ils pouvaient vivre ensemble. Bonjour monsieur. Alors envoyé par Karl O'Gremary, destinataire Gontran Cantrou. Bonjour monsieur Wilson. J'ai pu prendre connaissance récemment de l'addition à votre cheptel d'un hippopotame doté de pinces massives. Au vu des particularités physiques de la créature, il est très probable qu'elle soit liée à l'histoire de ma famille,
Aussi, j'aimerais pouvoir l'adopter pour utiliser le terme de votre entreprise. Votre prix sera le mien. Cordialement, Karl Augrimary. Envoyé par Gontran Cantrou, donc c'est la réponse. Bonjour, monsieur Augrimary. Je crains qu'il y ait méprise de votre part. Notre organisme n'a pas pour vocation de vendre nos pensionnaires aux plus offrants, mais à leur offrir un sanctuaire où ils peuvent vivre en paix. Kevin n'est donc pas à vendre, et il ne le sera jamais. Il est également peu probable qu'il soit proposé à l'adoption au vu de son gabarit et de la difficulté de lui fournir un environnement adapté. Je crains de ne pouvoir accéder à votre demande. De plus, pourrais-je savoir comment vous avez eu accès à ce mail? C'est un mail d'entreprise privée. PS, je suis monsieur Cantrou, monsieur Wilson est notre directeur. Bien à vous, Gontran Cantrou. Monsieur Cantrou, toutes mes excuses pour la méprise. Cela ne se reproduira plus. Est-il possible cependant d'avoir plus d'informations sur la créature, voire de la rencontrer? Croyez-moi que je suis désolé d'insister, mais cette affaire est très importante pour moi. Cordialement, Karl Augrimary. Alors là, c'est envoyé par Mark Zuckerberg peut-être, à destination de Gontran Cantrou, et Karl Augrimary est en copie. Bonjour monsieur Cantrou. Je voudrais attirer votre attention à propos de votre récent échange de mails à propos du spécimen d'Hexaprotodon liberiensis avec un certain monsieur Augrimary. Cette personne n'a que peu d'intérêt envers le bien-être de sa créature, de par son affiliation avec un certain groupe d'individus peu recommandables. Alors ça ligne vers la meute, mais le lien est complètement pété. Je vais corriger ça avec les autres fautes. Je vous déconseille donc de poursuivre vos échanges avec cette personne pour votre sécurité et celle de votre animal. Pour ma part, je représente un groupe de recherche travaillant à l'amélioration du quotidien et j'aimerais avoir l'occasion de pouvoir étudier ce spécimen afin de faire progresser mes théories. Je reste à votre disposition par message internet. Sincèrement vôtre, Mark Zuckerberg. Donc là, c'est Karl Augrimary qui répond à Gontran en mettant en copie Mark. Personne peu recommandable, je t'en donnerai des personnes peu recommandables, tu vas voir. Monsieur Cantrou, ne faites pas attention aux propos de cette personne. Ce scientifique, entre guillemets, n'est autre qu'un mercenaire sans foi ni loi, en quête de cobayes à charcuter pour fabriquer des armes. Ne vous laissez pas embobiner par ces mots doux. Ceci mis à part, je tiens à exprimer en toute honnêteté que je cherche effectivement à retrouver des créatures en lien avec ma famille, et la présence de pinces sur un animal qui ne devrait pas en posséder me laisse vraiment convaincu que je pourrais trouver des réponses avec cet hippopotame. J'espère vous avoir convaincu en attendant d'une réponse positive de votre part. PS, monsieur Zuckerberg, allez bouffer vos morts. Donc là, Marc répond à Gontran en mettant en copie Karl, donc vraiment insupportable. Il s'engueule en fait dans les mails de Gontran. Ce scientifique sans foi ni loi vous emmerde, monsieur Augrimary. Et donc là, Gontran qui répond aux deux: merci de ne pas utiliser ma messagerie comme un espace de discussion en ligne. Kevin ne sortira pas des locaux des solutions phoniques Wilson sans l'accord des superviseurs. Vos messages et adresses mail leur ont été transmis, et je leur parlerai de vive voix de votre cas lorsque je les rencontrerai la semaine prochaine pour le check-up santé de Kevin. Merci de ne pas me recontacter à ce sujet. Bien à vous, Gontran Cantrou. Et les deux le traitent juste de balance. Bon, alors mon avis là-dessus. Je vois que la meute et Primordial sont listés, donc je suppose qu'un des personnages vient de la meute et l'autre de Primordial. Augrimary, ça me dit rien comme nom de membre de la meute. Il y a pas mal de fautes qui restent, et ce truc-là me fait penser que la page n'a pas été relue. Enfin, ça a été posté vraiment un peu dans l'urgence. On n'a pas fait attention à l'apparence de la page avant de valider, mais bon, ça arrive. Dans l'urgence, pour un concours, c'est toujours un peu le cas. Je trouve que c'est très court. Pour du Wilson, pour un profil de bestiole, je trouve que c'est très court. Si je prends un autre profil de bestiole, groupe d'intérêt, Wilson il est tout en bas. Donc tac, voilà, donc là il y a des profils de bestioles, donc là ça c'est ceux qui ont été traduits. Wilson à l'étranger, voilà, donc
On en a un, c'est Zeus. Si je prends celui-là par exemple, parce que Zeus il est un peu particulier. Nuée de vampires. Donc c'est sur des petites araignées, c'est sur des petites euh, chauves-souris vampires. Euh, avec une méthode de chasse un peu spéciale et tout. Il y a plus d'informations, le profil est plus fourni en fait, il y a plus d'informations, l'anomalie est un peu plus développée je trouve. Là c'est vraiment juste un hippopotame avec des pinces, on a très peu d'infos, je trouve que c'est un peu lapidaire. Et cet échange aussi est un peu étrange, c'est-à-dire que ces deux personnages qu'on ne connaît pas, qui sont introduits par des messages, qui essayent de récupérer un truc avec des pinces de crabe. Au final, l'info la plus importante, elle est ici. C'est le fait qu'il y ait d'autres poissons à pinces qui se mettent à apparaître un peu partout. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est très court. Ce sera un no vote pour moi, ça manque de données. Hop, donc on continue toujours sur les poissonniers de l'apocalypse, après avoir lu le profil de bestiole de Kevin, écrit par Bob, qui était un format GDI Wilson. Nous passons à un conte, La pierre ne parlait pas, qui est écrit par Darren Lee. J'ai jamais rien lu de cette personne, en fait, c'est peut-être sa première participation sur le site. La pierre ne parlait pas. Les secrets indicibles se camouflaient dans leurs souvenirs. On pouvait s'imaginer que chaque rocher, chaque brique pouvait témoigner ou même aiguiller sur la traque. Mais elle était muette, cette pierre. Et si cette main gantée qui y sentait tous les reliefs du bout des doigts tentait de lui extorquer toutes les informations qu'il pouvait, il se doutait que cette tentative mettrait à un échec. Les pierres ne parlaient pas, il fallait s'y faire. Michael Astor n'en était pas sa première expédition. C'était ce que se disait Steven quand il regardait son supérieur, arme à la main, toucher les murs comme si les traits de ce dernier sauraient lui dire l'heure. Steven avait toujours du mal à s'y intégrer, d'abord à la British Army, et maintenant dans cette escouade particulière qu'il venait tout juste de rejoindre. À peine plus jeune que Michael, il le dépassait pourtant de quelques centimètres, et si son physique particulier lui avait offert sa place à la FIM Delta 4, il savait ne pas se reposer sur ses acquis. Toujours apprendre, toujours évoluer. C'était un peu son motto. Steven suivait son supérieur, tentant de rester concentré pour l'une de ses premières missions. Pourtant, il n'arrivait pas à s'empêcher de penser à sa mère, dans ces moments-là. C'était pour elle qu'elle faisait tout ça, au final, et son parfum si particulier, les friandises qu'elle s'efforçait à lui faire quand il visitait la maison, malgré ses 30 ans passés. Le protocole d'enflamme est en vigueur, soldat. Comme on a dit lors du briefing, cela implique une immersion totale du Citiode, dit Astor, omettant volontairement la gravité d'un tel protocole. L'unité resta muette, rigoureusement attachée aux règles. Steven avait plein de questions pourtant, mais ce n'était plus le temps des questions. En fait, maintenant qu'il y pensait, il n'y avait pas une seule fois où il avait eu l'envie ou l'occasion de poser des questions depuis qu'il avait rejoint cette unité. Ça ne devait pas être le genre de l'équipe, tout simplement. Il laissa son regard se perdre contre ses confrères. Il n'avait jamais vraiment l'air bavard ou amical. Tout ce professionnalisme avait tendance à mettre un peu de pression à Steven, qui préférait les ambiances familiales. Là, c'était juste l'angoisse. Ils avaient été appelés tôt ce matin. Ils avaient reçu un premier briefing qui précisait qu'une créature adaptable, SCP-062-FR, avait muté, causant l'actionnement par pure sécurité du protocole d'enflamme. Ce qu'il avait appris ces dernières années, il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter tant que ça. C'était un peu son truc, à cette chose de muter. Mais on ne désobéissait pas à la FIM Delta 4, car ils s'étaient tous entraînés à ne pas sous-estimer l'intelligence des différents prédateurs. La ruse, c'était l'arme principale lors d'une chasse. On manque de temps pour analyser la situation, donc on va descendre là-bas. Question de précaution, vous connaissez la procédure, continua Astor, en posant son arme contre sa hanche pour libérer l'espace devant lui. Il enclencha un levier, laissant lentement mais sûrement la porte ronde devant eux s'ouvrir. Steven avait toujours été émerveillé par la technologie, et être membre maintenant d'une unité à la pointe de cette dernière, c'était à la fois une expérience enrichissante et étrangement effrayante. Le pouvoir de vie ou de mort sur des créatures ou des humains, c'était un sentiment qui faisait trembler son index contre la gâchette. Non, Steven. T'es un professionnel, Steven. Il n'y a aucune raison de paniquer, Steven. Aucune. La porte s'ouvrit finalement, laissant apparaître l'intérieur du submersible, qui s'allait prendre pour rejoindre le Citiode.
Steven non plus n'en était pas à son dernier safari. Il se rassurait, caressant le flanc de son fusil d'assaut. Sa montre pouvait agir comme sonar dans son sac. Il avait de quoi traquer et tuer n'importe quoi. Il s'était toujours imaginé les submersibles comme plus ouverts. Il n'y avait pas de petits hublots, et il n'avait droit à aucun regard sur la faune et la flore sous-marine. Juste un mur en fonte. Après quelques minutes, une secousse percuta le sous-marin, mais personne ne s'inquiéta. Le submersible ne faisait que s'amarrer au Citiode. Ils passèrent par la même porte que par laquelle ils étaient entrés, toujours dans un silence catholique. L'ambiance était vraiment à chier. Ils firent un premier pas au sein du site, Astor allumant le premier une lampe torche, découvrant un sol attaqué par le sel. C'était dur de croire que c'était vivant quand on le voyait comme ça. Steven regardait autour de lui, attentif, alors que quelques dorades vinrent accueillir les intrus. Steven, malgré toutes les technologies qu'il cachait dans son sac tactique et toutes les bonnes qualités qu'il avait héritées de sa mère, ne parlait toujours pas le poisson, alors il les dégagea d'un coup de main rapide. La radio crépitait dans ses oreilles, dans les oreilles de tout le monde en fait, mais personne ne parlait toujours. Il inspecta les lieux, s'armant à son tour de sa propre lampe torche pour dégager les couloirs de différents crustacés et poissons d'eau douce. Comme prévu, l'équipe s'était séparée. Ils avaient des radios pour communiquer de tout incident ou toute découverte. C'était le meilleur moyen de trouver une trace du prédateur. L'ironie n'échappa pas à Steven. Il pourchassait le prédateur ultime, enfin celui qui avait du moins le potentiel de le devenir, tout confiant. Prédateur contre prédateur. Pourtant, cela faisait bien longtemps que Steven rôdait tout seul, dans les couloirs du Citiode, le faisceau de sa lampe faisant fuir les crabes et les poissons. Il aurait bien aimé être accompagné du silence, pour qu'il puisse au moins réfléchir calmement, mais le bourdonnement incessant dans ses oreilles tonnait comme un rappel constant qu'il n'était pas seul. Chaque brasse semblait plus lourde et difficile que la précédente. Aucune nouvelle de Michael. Aucune nouvelle du reste de l'équipe. Peut-être qu'ils étaient morts, et Steven n'en saurait rien. Par ailleurs, Steven s'étonnait du nombre assez anecdotique de cadavres ici-bas. Il lui avait semblé dire que tout protocole d'enflamme impliquait un certain rinçage de population. La proportion du site expliquait aisément pourquoi tout le monde ne pouvait pas être évacué par bateau. Steven lâcha un regard sur sa bonbonne d'air, toujours pleine. C'était fou l'avancement de la technologie dans l'optimisation de ces machins, pas vrai? Steven s'arrêta sur une porte, attaquée par le sel, recouverte de coquillages qui faisaient refléter le faisceau de sa lampe torche. Il sentit son ventre se tordre, alors qu'un bruit semblait taper contre le bas de la porte. Il s'y rapprocha, lentement, préparant son arme à lancer l'assaut. Le protocole insistait sur le fait qu'il aurait dû prévenir son équipe, mais Steven se rassura en se disant que ce n'était probablement rien. Il posa sa main contre la porte avant d'entendre un bruit derrière lui. Puis une ombre passa, éclairée vaguement par le mouvement de volte-face que Steven avait fait en entendant de l'action. Il était toujours aussi vif, pourtant il ne tira pas sur le champ. Il leva la tête, tentant de trouver un moyen d'identifier les lieux, lâchant pour la radio. La cible a été trouvée, elle se dirigeait vers le secteur 2C. Elle vient des bureaux 8C et elle se dirige vers le secteur 2C. Le secteur 2C? Des cellules, si Steven se rappelait bien de la carte du bâtiment. À vrai dire, il y avait beaucoup de cellules sur ce plan. Il entama sa poursuite, écartant quelques crabes et méduses de la route, alors qu'une poignée de Roger venait bousiller son audition entre deux grésillements. Il avait vu l'ombre clairement. Mais il n'était pas tout à fait sûr de sa taille ou de sa corpulence. Faisait-elle les 2,30 m prévus? Par contre, sa vitesse était, comme prévu, impressionnante. Les informations qu'il avait, elle devait avoir mangé, sinon elle l'aurait attaqué, après tout. Ça expliquait peut-être pourquoi il restait si peu de cadavres, et comme prévu, elle avait ajouté des branchies à son arsenal. Steven fronçait maintenant les sourcils sous son casque. C'était du sérieux, et c'était un safari à leur hauteur. À sa hauteur. Il s'était toujours promis, depuis tout petit, de faire des grandes choses. C'est bon, Steven, c'est ton moment, tu vas sauver le monde. L'équipe convergea vers le secteur 2C, se retournant sans un mot. Ils étaient au complet, et personne, au vu des manques de messages dans sa radio, n'avait croisé la créature sur son chemin. Certains semblaient éreintés. Steven n'avait jamais vraiment eu de problème d'endurance, porté par son physique naturellement athlétique, qu'il s'efforçait de pousser aux limites. Le signal est formel. SCP-062-FR se trouve dans ce secteur, fit Astor en sortant une tablette. Des informations d'en haut? Ils ont fini de scanner les lieux? Steven regarda les informations, reconnaissant ce qu'il avait vu sur la carte du Citiode. Cellule 2C55, c'est au bout du couloir, dit-il pour son supérieur. Bien, Kerr. Astor fit un mouvement de bras pour indiquer à tout le monde d'avancer. Steven se posait des questions, mais il gardait le poing serré contre son arme. Pourquoi l'entité voudrait s'enfermer sur lui-même à nouveau?
s'enfermer lui-même à nouveau. Il était connu que la créature était imprévisible, mais là, ça semblait tout à fait contre-productif. Steven pointa du doigt la cellule dans laquelle était la chose lorsqu'il la repérait au fil des dédales. Tout semblait être plus silencieux maintenant. Ils faisaient face à la porte de la cellule, alors qu'ils entendaient encore les mêmes bruits que Steven avait entendus face à l'autre porte. Chacun prépara son arme, la pression montant petit à petit. Une brasse lente la rapprocha de la porte, et une pression faible contre cette dernière l'ouvra. La créature avait évolué de manière peu prédictible. Le sol était jonché de vêtements et de traces de sang, alors qu'au centre de ces derniers, la créature responsable claquait des pinces en marchant en diagonale. L'évolution parfaite enfin atteinte pour SCP-062 FR, alors qu'elle pointait à un petit mètre d'envergure, et que ses petits yeux couverts du reste de l'épiderme humain attestaient qu'il s'agissait bien d'elle. Un crabe. Bon, alors, mon avis, ça manque de... Alors, d'abord, sur la forme, j'ai dit que ça n'entre pas dans mon jugement, mais je le note quand même. Il y a quelques fautes que j'ai oubliées. Il y a des problèmes de forme un petit peu, de typographie, c'est-à-dire il manque les espaces devant les deux points, devant les points virgules. Il manque des espaces à d'autres endroits, ici par exemple. Il y a un endroit où il y a des virgules avec des tirets qui servent à être des tirets d'incise. On met pas les virgules et les tirets. Bon, voilà, il y a un peu des choses comme ça. Ce qu'il y a surtout, c'est des répétitions, je trouve. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est pas très très grave. Sur le fond, je vois que l'équipe est partie sur le même de Evolve into Crab. Et a priori, donc en fait, je pense que le suivant SCP, enfin que SCP-606, 616 FRX, sachant que dans la liste c'est 616 FR, c'est qu'en fait le phénomène d'évolution vers les crabes est devenu anormal parce qu'en fait il s'accélère et prend des formes anormales. Pour l'instant, je suis pas très convaincu par ce concept général. Après, si on doit parler du conte en lui-même, il est pas trop mal. Il est pas trop mal, c'est vraiment un compte d'intervention classique de FIM. On y retrouve tous les marqueurs, l'équipement, l'arsenal, l'ancien militaire, euh, la créature à chasser. C'est très classique, c'est vraiment scolaire, je dirais, mais j'aime bien. Franchement, notamment pour un premier écrit, ce sera un upvote. Hop, alors nous continuons sur la route, bien sûr. Des poissonniers de l'Apocalypse, nous en sommes à la troisième entrée sur 5. Ambrose Bretagne. Il s'agit donc d'un format GDI des restaurants Ambrose. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de restaurants anormaux qui sont généralement plutôt des restaurants gastronomiques, relativement du luxe, qui cuisinent des anomalies. Ils sont présents beaucoup dans des Nexus, mais on en trouve certains qui sont également dans le monde non anormal. En France, par exemple, on a Ambrose Val-de-Loire, par l'archiviste Judas, et j'avais dans SCP-570 FR parlé de Ambrose Bilbao, qui a fermé, qui était un restaurant du coup au Pays Basque. Le format Ambrose, on va parler un petit peu du format avant de parler avant de lire. Le format Ambrose se décompose en deux parties. D'abord, il y a un menu, qui est le menu du restaurant, et il est suivi de commentaires type TripAdvisor avec des notes, et en général, c'est là-dedans qu'une narration se déploie. Ambrose Bretagne, donc d'abord les boissons, sans alcool. Potion d'armorique. Revisite à la Ambrose d'une recette populaire transmise de bouche de druide à oreille de druide. Ce breuvage disponible en plusieurs saveurs saisonnières concentre à lui seul toute la magie et la beauté des forêts d'Armorique. Une promenade champêtre des pieds sous la table, parfum disponible à demander auprès de votre serveur. Tisane arthurienne. Tisane d'infusion tenue secrète d'herbes de la forêt de Brocéliande, elle a su enchanter le roi Arthur et ses chevaliers en son temps. Aujourd'hui, sa saveur royale et ensorceleuse vous prouvera que les légendes des temps jadis méritent encore toute leur place sur une table moderne. Essence de crabe. Cette essence de crabe est une proposition de l'un de nos plus jeunes chefs, des éthers de crabe soigneusement sélectionnés, dilués dans une eau bénite pétillante de première qualité.
Laissez-vous tenter et découvrez la sensation divinement pécheresse de boire une âme. Non recommandé aux enfants et aux femmes enceintes. Avec alcool. Gros G ou grog, voyez les choses en grand. Pour chasser le froid et les rhumes, rien de tel qu'un grog. Oui, c'est un grog. Découvrez ici une version bien plus généreuse de cette boisson, issue d'un alcool de géant lui-même particulièrement fort, servi dans une large chope à l'ancienne en bois de chêne millénaire. Vin de sous les dolmens. Vin blanc millésimé, disponible uniquement dans notre établissement, en provenance directe des coteaux d'un viticulteur gaulois avec qui nous avons un arrangement. Ce vin a traversé 19 siècles dans la fraîcheur bretonne pour vous offrir tout son caractère et son authenticité digne de la Gaule d'antan. Le trou breton. Débarqué des cales d'un knarr normand pillé au 7e siècle, cette boisson venue du nord était destinée au banquet d'Odin. La tradition veut qu'un verre soit bu entre chaque plat pour faire du repas une fête sans fin, particulièrement recommandée entre amis ou aux amateurs de boissons fortes, peut être servi dans des crânes pour une immersion amusante et complète. Hors d'œuvre. Beignets de crabe. D'une étonnante simplicité, nos succulents beignets de crabe, servis en panier, renferment toute la surprise et la pugnacité d'une espèce nouvelle et invasive, mais conservent au fond d'eux toute la subtilité et l'arôme parfumé d'un océan de promesses et de mystères. Ce plat est une bonne action à lui seul, se régaler en sauvant nos côtes, nouveauté. Mousse de crabe. Mousse de crabe onctueuse et salée comme la rosée celtique, accompagnée d'un pain toasté au feu de la Saint-Jean. Heureusement disponible en restaurant toute l'année par un procédé maison. Offrez-vous un voyage sur un horizon infini de rêves et de souvenirs créés par les aspirations des crabes eux-mêmes. Nos serveurs sont à même de vous assister en cas d'imprévu à faire revenir votre double astral. Ok. Calamar frit d'outre-tombe. Symbole de la volonté éco-responsable de l'établissement, nos calamars morts-vivants, échangés à l'encou d'une paroisse proche, laisseront transparaître par leur saveur toute l'amertume d'une faim et la douceur d'un repos éternel, mêlés sur votre palais dans un croquant inimitable. Peut contenir des traces d'ectoplasme et de noix. Plats principaux. Fruits de mer. Farandole d'huîtres. Amis mélomanes et amateurs de spectacles pour les yeux et le palais, n'allez pas plus loin. Cette douzaine d'huîtres dressées par les sirènes en personne danseront pour vous un véritable ballet dans votre assiette afin de vous charmer par l'expérience la plus divertissante possible. Chaque assiette propose une chorégraphie unique afin que chaque dégustation ne ressemble à aucune autre. Moules du capitaine Morlaérez. Les fameuses moules du capitaine Morlaérez, récoltées sur la coque de son navire fantôme et délicatement marinées dans son tonneau personnel, sont un véritable appel à l'aventure. Ouvrez leurs coquilles pour apercevoir et goûter dans chacune un voyage au long cours au-delà des 7 mers. Crevettes et langoustes dits. Issus des pâturages marins de la cité engloutie dit, c'est tout le caractère d'une Bretagne marine et profonde qui s'incruste dans ces crustacés d'exception, à consommer à volonté. Un must pour tout amoureux du large ou de plongée. Crabes croustillants. Ces crabes cuits, vivant à même les courants telluriques, n'ont pas dit leur dernier mot. Enrobé d'une panure dont le secret remonte à la capitanata d'autrefois, ce pâté de crabe luttera avec vaillance contre vos couverts, mais son exotisme et son fondant mythique en valent le combat. Poisson. Poisson crabe grillé. Découverte encore cachée du monde, réclamez vos fabuleux poissons crabes. Retrouvez vos poissons favoris, selon Arrivage, au prochain stade, je suppose, de leur évolution. Un mélange surprenant et savoureux de leur chair originelle, couplé à celle plus iodée du robuste crabe. Plus besoin d'hésiter entre les deux, et régalez-vous. Raie des fées. Cette variété de raie mobula est endémique des étangs de la vallée des Fées. Consommée crue avec une sauce volie hollandaise, ces raies sont la fusion idéale de la magie féerique et de notre ectosauce maison. Viande. Burger du pirate. Régal des petits et grands gourmands, ce burger gastronomique se démarque par sa viande de porc unique, fournie par le tout dernier corsaire de France, qui nous offre tout son savoir-faire dans cette pièce de choix, boucanée à l'ancienne dans son antre sur des tréteaux en bois d'Adam. Steak à chais. La cousine éloignée du fameux cerf chantant, cette pièce de venaison chassée est assaisonnée par les corrigans, et le morceau qui convient aux farceurs et aux amateurs de viande rebelle. À chaque bouchée, ce steak se moquera de vous, vous incitant à le mâcher plus fort encore,
afin d'en extraire tout le jus et l'arôme d'origan qui font sa saveur de ce plat, que bien des plans de réalité nous envient. Supplément œuf gratuit. Et ça envoie vers 142 FR, qui est Power N, je suppose. Oui, c'est Power N. Accompagnement. Pâte adaptée. Pâte de votre choix relevée d'une sauce thaumaturge qui s'épicera d'elle-même selon vos envies, afin d'en faire un accompagnement des plus adéquats pour un mariage discret ou détonnant avec votre plat, quel qu'il soit. Frites. Un ingrédient mystère frit à l'ancienne dans la graisse d'ours de mer, tout simplement. L'arôme de cet ingrédient inconnu est tout simplement indescriptible par n'importe quel moyen. Seule vous est offerte l'assurance d'un plat inoubliable dès la première bouchée. Placez votre confiance en nous le temps d'un repas, c'est ça la magie Ambrose. Dessert. Crêpes 1000 tours. Grâce à une farine philosophique devenue théoriquement inépuisable, ces crêpes sont infinies. Profitez d'un service illimité, le parfait crépuscule à votre repas pour le clore dans le faste ou la douceur. Je recommence. Profitez d'un service illimité, le parfait crépuscule à votre repas pour le clore dans le faste ou la douceur, à votre convenance. Garniture disponible, sucre, fruits en morceaux dont Tony Pastèque, qui est SCP-118FR, confiture, voire avec votre serveur, chocolat, caramel salé, crème fouettée, beurre demi-sel, café, gros Michel, je suppose que c'est du Grand Marnier, grenadine, aoudou, moelle de vouivre, crabe, crème Saint-Michel. Hommage de notre pâtissier au plus célèbre monument du littoral breton, cette crème douce salée au goût délicat d'écume blanche accompagne une boule de glace à la texture sablonneuse sur une pâte brisée est à même de réchauffer n'importe quel esprit par son exquise douceur. Il y a un problème dans la phrase là. Et ça manque de virgule globalement ce document. Tarte aux pommes maison. Envie d'une tarte comme à la maison, comme maman la faisait? Nous avons ce qu'il faut. Laissez-nous replonger dans vos plus beaux souvenirs de votre enfance avec nos pommes d'Eden, servies sur une pâte exquise avec une pointe de cannelle et une larme à l'œil. Émotion garantie. Formule enfant, pâte à la sauce thaumaturge ou frites, avec burger du pirate ou steak haché ou crabe croustillant, et crème Saint-Malo ou crêpes 500 tours, qui sont du coup la moitié des crêpes 1000 tours. Alors je fais une petite critique maintenant, enfin je donne la moitié de mon avis maintenant, qui va être sur le menu en lui-même. On a des éléments bretons, clairement. On a des choses, alors c'est pas très gastro, ça fait un peu plus brasserie au final, mais ça peut être dans le thème. Il y a des choses, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'elles font là. Alors le cerf chantant, pourquoi pas. Donc là, assaisonné par des korrigan, j'aime bien. Le burger du pirate, pour moi, c'est vraiment l'occasion ratée de faire une blague sur le burger au pâté de crabe de Bob l'éponge, vu le thème global des crabes. En fait, on sent un manque d'inspiration quand ça touche au crabe. C'est moins anormal. Et d'ailleurs, même moi, je trouve que c'est presque... Pour l'instant, c'est ce que je reproche un petit peu à l'équipe en général, c'est que tout ce qui a touché au crabe était vraiment juste des crabes. Ça... Pour moi, ça manque un peu. C'est dommage parce que le reste est assez intéressant, je veux dire. Bon, les boissons, j'ai trouvé que c'était pas forcément... Ouais, si, voilà, il y a des trucs bizarres. L'essence de crabe, par exemple, c'est quoi le rapport avec le fait de boire une âme? La mousse de crabe, c'est quoi le rapport avec le double astral? Je trouve que les trucs en rapport avec les crabes sont étranges. Et pas étranges intrigants, mais étranges dérangeants. Voilà. Petite pause. Hop, petit retour après avoir mangé. Pour lire les commentaires, Gargantua Advisor du format GDI, restaurant Ambrose, écrit par Silverlight, dans le cadre du concours des 12 ans. Donc alors d'abord nous avons un avis du 22 avril 2024, commentaire de Adelin Triboulet, 3 sur 5. Quand l'un de mes bons amis m'avait parlé d'Ambrose, j'ai eu du mal à croire qu'un tel établissement existait. Mais étant quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses, il fallait que j'essaie. C'était une drôle d'expérience.
parfois décevante, mais une chose est sûre, j'ai passé un bon moment dans cet établissement. Quand j'ai ouvert mon menu, la carte des boissons m'a surpris. Je m'attendais à trouver des crus locaux ou rares, mais rien de tout ça. Mon amour du vin m'a tout de même fait essayer ces fameux vins de Dolmen. Il m'a semblé parfait pour accompagner ma commande, et sur ce point, je peux affirmer que ce cru était le meilleur que j'ai pu goûter. Très frais, comme s'il était accordé avec le soleil dehors, ce n'est pas possible, mais c'était l'idéal avec le poisson gras grillé. Je dois mentionner une déception par rapport au calamar, certes très bon, mais qui n'avait rien de vraiment particulier pour du Ambrose. Mal à l'aise en ayant vu un autre client prier avant de commencer à manger, ça ne devrait pas être permis dans un lieu public comme un restaurant. Date de visite, avril 2024, et le fameux petit pouce. On peut cliquer. Commentaire de Moae Wassel. Ah, de Moae Wassel. D'accord. 0 sur 5. Avis écrit le 13 mars 2024. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il est entre celui-là, 22 avril, 13 mars, 4 avril. Bon, on va partir du principe qu'ils sont triés par ordre de pertinence. Une honte, tout simplement de l'escroquerie à tous les niveaux. Ce trou à rats devrait fermer au plus vite pour que les honnêtes gens n'y perdent pas un centime de plus. Le cadre est fade au possible et peu original et les serveurs sont un peu trop bavards. Je viens dans un restaurant pour manger, pas pour parler ou attendre. L'essence de crabe portait bien son nom. J'ai cru boire de l'essence où se serait noyé un crabe. Je refuse de croire que l'autre client que j'ai vu en boire ait apprécié sans faire semblant, tellement c'était imbuvable. C'est normal que le truc que j'ai le plus apprécié soit de l'eau du robinet. Les beignets de crabe étaient au mieux corrects. En même temps, je n'allais pas en attendre beaucoup de surgelé. C'était gras, l'arôme était tellement subtil que je ne l'ai pas senti. Bref, une arnaque. J'ai fini seulement parce que c'était le seul truc mangeable. Quand le serveur, un type plutôt vilain, m'a servi le steak à chais, c'est là que j'ai su que ce restaurant se foutait de ma gueule. J'avais pris un plat au hasard pour laisser sa chance à Ambrose, et en voyant arriver ce plat, sans doute infect, je me suis senti insulté. Je me suis cassé directement, tant pis pour les desserts, une tarte maison sera très bien. Je me suis senti volé, pour l'argent dépensé, j'aurais encore préféré payer WinRAR, à éviter à tout prix. Je vous souhaite une fermeture rapide de gré ou de force pour le plus grand bonheur de vos clients. J'écris ceci en me rendant dans le vrai restaurant le plus proche. Ok, donc mec qui râle. En général, ce genre d'avis 0 étoile sur un format Ambrose, c'est. On en parlera. 5 étoiles, Patrice Novembre, écrit le 4 avril 2024. En un mot, ravi. Nous avions déjà entendu parler d'Ambrose par un proche, mais jamais eu l'occasion d'y aller. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir ce petit restaurant en bord de mer lors de notre lune de miel. Nous n'avons pas été déçus pour le moins du monde. L'accueil a été très convivial. Nous avons eu l'agréable surprise d'avoir un serveur capable de s'adapter et d'utiliser le langage des signes qui nous a tout de suite mis mal à l'aise. Mis à l'aise, pardon, c'est l'inverse. Un grog pour deux et les murs de pierre chaleureux et joliment décorés ont rendu l'attente plus que supportable. C'est bon de pouvoir oublier tous ses soucis et ce restaurant est un véritable havre. Pour le repas, ma moitié a demandé des moules du capitaine et moi-même, par curiosité, un crabe croustillant. Le plat m'avait surpris quand j'ai vu chez un autre client à quoi il ressemblait, mais une fois dans l'assiette, c'est une toute autre expérience. La chair est tendre, fraîche et parfaitement croustillante, et la lutte contre le crabe ajoute la bonne dose de dopamine d'un compas gagné et récompensé. Je n'aurais pas pu espérer de pas la plus adaptée à mes goûts. Les frites étaient parfaites, difficilement descriptibles, mais une chose est sûre, on reviendrait rien que pour elles. Le serveur a d'ailleurs été très sympathique de nous faire une grande assiette pour deux au lieu d'en payer deux séparément. Ma femme a beaucoup apprécié les moules. En grande fan d'esprit, j'aurais pu m'en douter. Je l'ai rarement vue aussi affamée et heureuse. Cela faisait plaisir à voir. J'ai pu lui en piquer quelques-unes et effectivement, c'était un chef-d'œuvre gustatif. Et pour ce prix, j'en regretterais presque de ne pas en avoir pris aussi. La crème Saint-Michel, que nous sommes partagés, nous a laissé sceptiques en premier lieu par son apparence très simple. Mais dès la première bouchée, aucun doute que ce dessert était un merveilleux petit bijou de sable et d'écume. J'ignore comment vous avez fait, mais vous avez transformé une boule de glace en une balade idyllique en amoureux au bord d'une plage. Nos compliments réunis pour ce tour de magie. En bref, un cadre sobre, calme et une ambiance chaleureuse et sincère que le personnel entretient à merveille. Un repas excellent, surprenant mais jamais décevant, et un service réellement adapté aux clients pour un prix vraiment raisonnable, même comparé à d'autres restaurants plus classiques. Je ne peux que confirmer qu'Ambrose mérite toutes les louanges que nous avons pu entendre sur eux. Nous reviendrons sans doute avec du monde. Et un grand merci à Edric pour avoir immortalisé pour nous cet inoubliable moment.
Et enfin, le commentaire de Morgane Lefay, 4 sur 5, écrit le 25 avril 2024. Je ne suis pas une personne qui laisse souvent un commentaire, mais je vais faire au mieux. Je tiens à laisser une bonne remarque aux délices d'Inmouse. Alors, si c'est une référence à Innsmouth, il manque un N et un S. On est venu dans le restaurant et on a été accueillis très bien, bizarre, par un barbu très charmant qui nous a trouvé une bonne table près d'une fenêtre, avec vue sur la mer et les embruns. On a pris de la mousse de crabe en entrée et passé commande tout de suite. Il n'y a pas eu d'hésitation du qu'est-ce qui me fait envie. Tout faisait envie. Donc j'ai choisi une raie des fées pour moi et burger du pirate pour mon fils. La mousse a fait patienter comme il fallait. C'était délicieux et tout tendre. Je connaissais déjà les raies des fées, mais la recette m'a vraiment surprise. Surtout la sauce translucide. Je ne saurais pas dire ce qu'il y avait dedans, mais c'était formidable. Je comprends pourquoi les autres font autant confiance à Ambrose. Yvan aussi a adoré son burger, au point de s'en mettre partout. C'était amusant et on n'a pas regretté une seconde nos choix. En dessert, j'ai pris une tarte aux pommes maison, et Yvan a bien profité de ses crêpes. Je ne sais pas combien de parfums étaient disponibles, mais je crois qu'il les a tous essayés. La tarte aux pommes était vraiment succulente. J'ai vraiment retrouvé l'odeur de la cuisine de ma mère quand j'étais gamine. J'en étais toute chamboulée et ça a pu effacer un peu le goût de ma tisane. Parce que je n'ai pas beaucoup aimé la tisane arthurienne que j'avais pris avant le dessert. Trop familier, trop amer. Je n'ai vraiment pas pu l'apprécier. Cela devait me rappeler de mauvais souvenirs. Donc plus une question de goût, je suppose. Et vraiment le seul reproche que je peux faire à ce restaurant. En plus, le prix est vraiment raisonnable pour ce qu'on y trouve. À très bientôt. Bon, et bien du coup, mon avis, mon commentaire sera sans appel. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on sent, au vu des plats de crabe proposés, qui sont vraiment moins bien, qui sont moins imaginatifs, on a l'impression qu'on a forcé du crabe dans une recette existante, qu'ils n'ont pas été faits par Chaz Ambrose. Puisque le concept, c'est que quand un restaurant Ambrose ouvre, Chaz, le chef, vient, crée les recettes et s'en va. Si on est dans un monde dans lequel il y a de prolifération de crabes et d'animaux qui deviennent des crabes, ben ça veut dire que les crabes, comment dire, enfin ça veut dire que c'est pas Chaz qui a fait ces recettes-là, c'est le restaurant qui s'est adapté et a ajouté des recettes de crabes un peu à la va-vite. Donc les recettes sont moins bien, moins travaillées et doivent sans doute remplacer des recettes d'animaux qui n'existent plus. C'est très dommage qu'on n'ait pas de commentaires qui permettent de mettre ça en valeur. C'est très très dommage parce que le concept en général des menus, enfin des formats en rose, c'est qu'on a une ambiance et des éléments de l'or un peu qui sont distillés dans le menu et une narration qui passe par les commentaires. Ici, chaque commentaire est indépendant l'un de l'autre et du coup, ça peine à raconter quelque chose. Je veux dire, je suis un peu obligé de faire moi tout seul le récit de ce que ça aurait été avec les recettes de crabe. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On passera à un autre vote. Hop, alors après une petite correction de la page, on est reparti pour l'IRSCP 616FR-X qui n'est plus X de Coro pour l'équipe Les Poissonniers de l'Apocalypse. Objet numéro SCP-616FR-X plus X. Niveau de menace, il n'est plus indéterminé, il n'est plus vert, il est noir. La classe, il n'est plus non confiné, il n'est plus expliqué, il est de nouveau non confiné. Procédure de confinement spécial, donc on a 3 versions. Version d'origine, SCP-616-FR, de par sa nature, ne peut être confinée. L'anomalie n'affectant que les crustacés, elle n'est pas considérée comme une menace pour la bonne tenue du voile et de la normalité. Cependant, en vue du principe de sûreté que la Fondation se doit de suivre tant que le statut anormal du phénomène n'a pas été confirmé ou infirmé, celui-ci se doit d'être maintenu secret. Les procédures du confinement consistent par conséquent à garder discrets les effets de l'anomalie. Une surveillance constante se doit d'être maintenue auprès des différents groupes de recherche s'intéressant à la question de l'évolution des espèces, plus précisément dans les cercles darwiniens et lamarckiens. Une inimitié se doit d'être maintenue entre ces deux écoles de pensée, j'ai oublié de corriger ça, afin de limiter les échanges entre les différents chercheurs dans ce domaine. Une surveillance toute particulière doit être posée sur les travaux de chercheurs s'intéressant à l'évolution des arthropodes et des invertébrés. Les différentes polémiques contemporaines traversant les recherches des naturalistes sur la question de l'origine des espèces protègent naturellement le secret de l'anomalie. Nous nous devons cependant de maintenir le courant fixiste majoritaire dans les cercles académiques afin d'en simplifier la discrétion. De plus, la croyance encore très forte parmi les savants en une échelle des espèces, Scala Naturae,
cataloguant leur importance dans l'univers, empêche la plupart d'entre eux de s'intéresser aux êtres considérés comme primitifs. Cette croyance se doit d'être entretenue. Version datée de 1916. La question de la disclassification de l'anomalie fut soumise au comité d'éthique par la communauté des chercheurs de la Fondation, spécialisée en para-évolution des espèces. La question se portait sur le choix éthique de maintenir tout un domaine de la biologie dite normale, la question de l'évolution des espèces, il y avait une faute aussi avec je ne vais pas corriger, en stagnation, malgré le manque d'informations plaidant en faveur d'une origine anormale au phénomène alors connu comme SCP-616-FR. Il résulta de cette consultation et la nécessité de faire cesser la nécessité de faire cesser les procédures de confinement spécial en cours et d'organiser la déclassification du phénomène. Le protocole Mutus-Cancer fut ensuite mis en place pour permettre la découverte de SCP-616-FRX, il y en a qui ont été oubliés d'être inversés par les universitaires. Après de longues années de procédure, l'existence du phénomène SCP-616-FRX est désormais un concept connu des biologistes travaillant sur les convergences évolutives chez les organismes marins. Donc la version de travail, suite à l'observation de la très nette accélération du phénomène SCP-616-FRX, qui n'est plus X, et des conséquences que l'on connaît sur l'intégrité de la biosphère terrestre, sa reclassification est décidée et son niveau de menace redéfini. Toute forme de protocole visant à limiter l'impact du processus SCP-616-FR plus X doit se voir prioritairement étudié par les différentes équipes d'experts en confinement. Les projets ne concernant pas directement l'anomalie citée dans ce document et ne représentant pas un risque existentiel pour la Fondation se devront être relégués dans la liste des priorités. La recherche d'une méthode de confinement viable doit devenir la priorité majeure de la Fondation tant que la crise actuelle n'est pas dépassée. L'armement des objets SCP n'ayant pas subi les effets du phénomène a été autorisé suite à une décision du Conseil O5. Un libre accès aux ressources financières, matérielles, humaines et anormales de la Fondation, avec une petite footnote, et de toutes les nations ayant accepté de prendre part au processus masque de mort, est permis aux différentes équipes proposant méthodes, procédures et idées stoppant l'action de l'anomalie, ou du moins la limitant. Description: SCP-616-FR désigne un phénomène affectant ou ayant affecté une large portion des espèces connues appartenant à l'embranchement des arthropodes. Celui-ci consiste en un procédé évolutif systémique unique, centré sur le modèle des Anomura et des Brachyuria, c'est ça, et poussant les espèces y étant soumises à lentement se rapprocher de cette forme. Ce phénomène se manifeste de diverses manières, par le raccourcissement de la queue chez certains spécimens, ou l'épaississement de la carapace, voire l'apparition de paires de pattes latérales ou le recours à une alimentation charognarde ou animale, il manque un peu. Bien que l'évolution soit observée depuis déjà de nombreuses années par la Fondation, le développement d'un motif récurrent est pour le moins inhabituel. Toutefois, aucune différence anormale n'a été notifiée à l'heure actuelle, et le rythme évolutif reste inchangé, l'anomalie n'étant effective qu'au cours des siècles, notamment observée par l'étude de fossiles par les équipes de la Fondation et les avancées des sciences naturelles. La version de 1916. SCP-616-FRX, c'est encore à l'envers, désigne un processus de convergence évolutive naturelle affectant les crustacés au sein de 3 caractères communs. Les organismes affectés par le phénomène se voient acquérir plusieurs caractères communs, dont une carapace calcifiée, un abdomen de taille réduite, ainsi que la formation d'un plastron par fusion des sternites au niveau ventral. Les procédures de confinement spécial de l'objet, le manque de preuves tangibles faisant du processus un phénomène anormal, menèrent à sa déclassification. Le phénomène SCP-616-FRX ne pouvait être qu'être découvert par la communauté scientifique non anormale si les précédents processus de confinement spécial se voyaient retirés. La procédure Mutus-Cancer a été mise en place afin de rendre progressive sa découverte et non suspecte une avancée trop rapide des connaissances en biologie évolutive. Le point choisi par les experts du déconfinement fut la réhabilitation progressive d'un chercheur français, Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck était un naturaliste français spécialisé dans l'étude des arthropodes et des invertébrés, qui posa notamment les bases de la théorie dite du transformisme. Membre des gentilshommes humanistes de petite envergure, ses travaux furent attaqués, et ce, bien après sa mort, par l'action conjointe et cependant non concertée des agents de la Fondation, tâchant de faire respecter les procédures de confinement spécial, alors en cours avant le vote de 1870, et des académiciens françaises de l'époque, se réclamant alors en grande majorité du courant fixiste. Ce premier domino, poussé et amplifié par les contacts de la Fondation au sein des universités, les avancées dans le domaine des sciences de l'évolution dite normale se firent plus rapides. Le point d'orgue de l'opération, sa conclusion, fut atteint en 1916
Il manque un mot. Quand Alexandre Boradaya, un zoologiste anglais connu pour son travail sur l'évolution des crustacés, énonça le concept du phénomène évolutif SCP-616-FRX lors d'une conférence. Version de travail. SCP-616-FRX désigne un phénomène anormal de métamorphose, pouvant affecter la plupart des espèces du règne animal et leur faisant acquérir les caractéristiques d'un organisme appartenant à l'infraordre des Brachyuras. Les Brachyuras, pardon, non, Brachyuras, oui c'est ça. Les étapes du déroulé de SCP-616-FRX diffèrent en fonction du type d'organisme affecté et ne s'effectuent pas systématiquement dans le même ordre. De fait, il est impossible de le décrire avec précision pour la totalité des sujets pouvant être affectés. Dans l'optique de rendre synthétique ce document, nous citerons ici différents mécanismes pouvant attester des débuts d'une itération de SCP-616-FRX sur un sujet humain. Sclérification de l'épiderme et de la couche externe de certains muscles. Multiplication par division ou croissance depuis le bassin des membres inférieurs et agrandissement des membres supérieurs. Nous observons dans le même temps une diminution du nombre de phalanges, limitation à 2 phalanges pour les membres supérieurs et disparition totale avec affinage du tarse pour les membres inférieurs. Constitution d'un céphalothorax par renfoncement de la tête dans le torse, le visage suit dans cette transition pour se poser entre les omoplates. Transformation des différentes parties du visage, durcissement de la rétine, pédicularisation des orbites par exorbitation, unification des cavités nasales et buccales, puis latéralisation, etc. Élargissement puis soudure des côtes menant à la formation d'une cavité sterno-abdominale, compaction du tronc sur l'axe longitudinal et élargissement de celui-ci sur l'axe transversal. Conversion des poumons en branchies et adoption d'une respiration branchiale, adoption d'une démarche oblique ou transversale. Et à côté, on a une image d'un squelette calcifié, reste d'un sujet humain ayant été affecté par quelques-uns des effets de SCP-616-FR. Il est à noter que le processus complet de SCP-616-FR, donc là il y a une partie qui est rayée, est extrêmement variable, entre plusieurs millions d'années et 4 minutes. Aucune trace de processus de ce type n'a été observée durant la survenue des événements ayant contenu à l'établissement du processus Max de mort. Dans le cadre d'une transformation se déroulant sur un temps long, le processus est indiscernable de l'acquisition de caractères génétiques par la survenue de mutations. Les allèles issus des effets de SCP-616-FR se transmettent par la reproduction et sont systématiquement dominants. La dernière phrase n'est pas rayée. L'origine du phénomène est encore mal comprise. Des hypothèses encore non démontrées avancent que le processus est en fait enclenché sur la totalité des espèces du règne animal, mais que du fait de son extrême lenteur générale ne le rendent pas immédiatement perceptible. Impact de SCP-616-FRX sur le voile. Longtemps classifié en X, le phénomène n'a fait l'attention d'aucun fait particulier avant la survenue des événements côtiers, entre guillemets. Ceux-ci se sont présentés de diverses façons, mais c'est un rapport d'écologues marins qui a attiré l'attention des chercheurs de la Fondation sur ce phénomène. Cette équipe de biologistes marins nantais avait pour but d'alerter le grand public vis-à-vis du changement climatique en développant un recensement des espèces marines. Elle en tirait 2 observations. Première, un tiers des espèces marines avaient disparu en l'espace de 10 ans. Deuxième, la découverte d'un très grand nombre d'espèces de Brachyura, potentiellement due à une adaptation de ces crustacés au dérèglement climatique plus rapide. Le lien avec un vieil SCP-X fut rapidement établi par les équipes de la Fondation. Je ne sais pas pourquoi j'écris ces lignes, ni pour qui. Les locaux du site Aleph se vident petit à petit, et franchement, je pardonne aux déserteurs. À quoi bon rester ici à attendre alors que nous connaissons la fin? À quoi bon finir un rapport que personne ne lira? Tout le monde est au courant pour 616. Tout le monde sait que nous vivons un scénario de classe SK. Je me rappelle encore des cris de terreur en provenant de la cafétéria il y a quelques années, quand l'un des assistants de recherche dédié à l'étude des objets anormaux a amorcé sa transition en pleine heure d'affluence. C'était il y a 9 ans déjà. Le processus masque de mort avait été ratifié par la plupart des pays du monde, et la Fondation se révélait au grand jour dans sa gigantesque faiblesse. En 9 petites années, nous avons fini par nous y habituer. Habitués à voir disparaître nos collègues de bureau et apparaître de petites pinces perdues dans un tas de vêtements déchirés. Habitués à la peur de ne plus revoir les personnes que l'on aime du jour au lendemain, ou pire, de les voir dégénérer lentement sans que rien ne puisse être fait. Habitués il manque un mot, l'inéluctabilité de ce qui arrive. Bon alors, j'avais dit que je critiquerais pas trop la forme, mais là il y a une critique de forme évidente à faire. La relecture a pas du tout été faite, pas du tout. Je veux bien qu'il y ait des problèmes d'orthographe, mais il manque plein de mots. Et il y a même, là, à la fin, il manque un mot. Là, il y a écrit de Le Fondation. C'est où? Là. Non. Et Le Fondation se révélait au grand jour. Il manque des mots un peu partout. Il y a un mot en trop, je sais plus où. Vraiment, ça n'a pas du tout été relu, même ne serait-ce que sur les phrases, quoi.
C'est vraiment dommage. Là, c'est un peu trop. Et je suis déjà repassé sur les photos une première fois et j'en vois encore d'autres, donc j'y ai repassé une deuxième fois. Ouais, ça me gêne. Deuxième élément, sur la forme, que je vais critiquer. Le ton. On a une alternance de passé simple, d'imparfait, de présent qui se mélangent de manière un peu bizarre, un peu confuse. On a de la présence un peu partout de première personne, qui est vraiment pas du tout dans le ton du rapport. Moi, ça me dérange pas mal. La fin, cependant, avec le gars qui rage-quitte le rapport, je trouve ça sympa. C'est une conclusion intéressante. Mais du coup, j'enchaîne sur un peu de critique de fond. L'impact de SCP-616 affaire X est vraiment. Enfin, manque trop d'infos, c'est trop bizarre. Cette équipe de biologistes marins nantais, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup il y a des nantais qui débarquent là-dedans, on la décrit pas. Enfin, on sait pas pourquoi on précise qu'ils sont nantais à ce moment-là. C'est bizarre. Et ensuite, sur le fond, euh, on a une fondation qui existe donc depuis très tôt, antérieure à 1870, très antérieure même, avec un comité d'éthique en 1916, avec vraiment une modification très importante de ce genre de choses. La fondation qui a l'air de fonctionner vraiment comme une fondation avec des campagnes de désinformation et tout au 19e siècle. Et même, moi ce que je trouve très bizarre, c'est que dans le fond, ce qui est dit, c'est que si il a fallu si longtemps à la fondation pour accéder à la... S'il a fallu autant de temps pour la fondation, enfin à l'humanité, à la communauté scientifique pour accéder à la vérité, c'est parce que la fondation le cachait. En mode, il a fallu encourager le courant fixiste et tout. Moi, je trouve ça, enfin, ouais, même, enfin, comment dire, problématique un peu. C'est une forme de réécriture, c'est une forme de type de dissimulation que j'aime pas beaucoup, de dire en fait, si on a mis tant de temps à découvrir certaines choses, c'est parce que la fondation les a cachées. Moi, c'est un type de ex dont je suis vraiment, vraiment pas fan. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Euh, en plus, ça dit un peu non, mais à l'époque, c'est pas que les gens y croyaient des trucs bizarres, c'est qu'on les a incités à croire ces choses-là. Je sais pas, je suis pas convaincu. Et ensuite, sur le fond, c'est vraiment le même Return to Crab. C'est après, j'ai l'impression que c'est le concept de l'équipe, mais vraiment, c'est le même Return to Crab. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène de convergence évolutive vers les crabes, qui est quelque chose d'assez limité au final, dans le règne du vivant, on est en mode, bah, en fait, c'est le cas partout et tout. Et c'était un phénomène anormal, puis au final, ça ne l'est pas, puis en fait, ça l'est. Alors, ça, moi, je trouve que c'est un twist intéressant, mais euh, le fond, je trouve, est pas passionnant. Enfin, c'est vraiment, ça s'arrête juste à Return to Crab, quoi. On n'a pas grand chose de plus, on n'a pas forcément une analyse génétique, un truc comme ça, on n'a pas. Y a pas de. Ça va pas plus loin. La partie la plus développée au final consiste à décrire à quoi ça ressemble un crabe. Pour moi, c'est pas convaincant du tout. Et ça sera mon premier donut. Hop, et voilà, donc nous terminons les entrées de l'équipe des poissonniers de l'Apocalypse avec Entre Prédateurs, écrit par Silverlight et Darren Lee, qui sera donc le compte qui va clore cette participation au concours. La journée promettait d'être relativement ordinaire. Traverser le golfe du Saint-Laurent seul de nuit, traquer des baleines sanguinaires et les éliminer avec discrétion pour le compte d'une organisation ultra secrète mondiale. Jonas avait reçu l'appel en pleine nuit. Mais un Toussaint ne refusait jamais une chasse, et Jonas aimait tout particulièrement les chasses marines. C'était sa spécialité. De toute façon, il était l'un des seuls contacts actuellement dans la région orientale du Canada. Le soleil montait toujours et le corps du dernier des cétacés descendait encore lentement vers les profondeurs, leur sang achevant de se diluer dans l'eau, emportant avec lui leur fureur. Jonas soupira. Ça avait été trop court, trop simple. Il avait prévu d'y passer toute la journée, mais il n'était même pas 11 heures et tout était déjà fini. Il n'avait même pas eu le temps de s'amuser. Il nettoya tristement son harpon dans l'eau de mer quand un grésillement s'échappa de sa poche, suivi d'un écho paniqué. Il porta sa radio à son oreille pour entendre un opérateur hurler, des bruits de coups et de déplacements humides avant que seule la fréquence de la radio inactive ne soit plus audible. Le mot créature avait surnagé dans le brouhaha de panique qu'il avait pu entendre et le fit sourire.
Finalement, il n'avait pas à rentrer tout de suite si un nouveau défi se présentait. L'appel de détresse provenait d'un navire, le Normal, à quelques milliers de coups de rame de là. Happé par sa soif de chasse, il n'avait pas pensé à vérifier son appartenance, ni même s'il avait l'autorisation d'y porter assistance. Impossible de ne pas avoir entendu parler des disparitions en mer et de navires retrouvés abandonnés aux quatre coins du monde. Un murmure parcourait le monde caché, porteur de rumeurs, et Jonas comptait bien y ajouter son nom comme celui d'un héros, sauveur des mers. Quelques dizaines de minutes plus tard, il approchait. La mer était calme, bien trop calme en fait. Il n'y avait pas une seule vague, à l'exception de celle de sa barque fidèle. Le navire était toujours à flot, immobile et silencieux, comme une carcasse fraîche flottant encore, un peu penchée tout de même. Il aurait juré de voir des dizaines de petits points courir sur le pont et se jeter dans l'océan. Mais tandis que son regard s'élançait vers le navire, prêt à l'inspecter, effleurant les silhouettes de crabes fuyant l'épave, quelque chose détourna son attention, quelque chose de plus gros et bien plus alléchant. Au loin, la mer s'était penchée aussi, faiblement. Un remous énorme, quelque chose de titanesque se déplaçait sous l'eau pour l'éloigner. Jonas ne parvint pas à identifier la taille de la chose du premier coup d'œil, comme il avait l'habitude de le faire. Ce qui le contraria, mais ce qui lui plut aussi. Un monstre marin géant inconnu serait une occasion en or d'apporter encore un peu plus d'honneur au tableau de chasse déjà bien garni de sa famille. Sans réfléchir davantage, il suivit la chose qui disparaissait en tordant l'horizon. Le soir était tombé depuis des heures à présent. Les étoiles brillaient dans un ciel pur, et la créature ne se rapprochait pas. Elle ne s'éloignait pas non plus. En fait, la proie semblait garder sa distance avec le chasseur, qui ne pouvait que suivre la déformation de l'horizon pour enfin l'atteindre. Se sentir attendu ne l'amusait toujours pas, d'autant que ses bras commençaient à tendre après plusieurs heures de rame intensive. Une forme se distingua enfin au loin, un large édifice en pierre, d'un style ancien. Il n'avait jamais été bon en histoire et ne chercha pas à l'identifier davantage. Alors qu'il s'approchait plus discrètement, Jonas jeta un coup d'œil à sa montre, embuée, et son GPS, hors signal. Mais cela ne le dérangeait pas encore du moins. Il y penserait à son retour plus tard. Il glissa sa langue sur ses lèvres et empoigna son harpon, en posant enfin pied sur la roche plus glissante, les yeux braqués vers le sommet du temple qui grouillait de vie. De vie ? Des crabes, des centaines, des milliers de crabes grimpaient lentement la pyramide, leurs pattes faisant résonner une myriade de claquements aigus sur les pierres humides. Même l'eau sous la barque grouillait de crabes et de carcasses, qui s'agitaient désespérément pour atteindre le sommet du temple ou s'entre-dévorer pour avoir la force d'y parvenir. Des crabes, des putains de crabes partout. L'odeur puissante d'eau salée, d'eau sale, de mort, remplissait ses narines avec une vigueur qui rendait difficile de respirer. L'air de la nuit était froid et à mesure qu'il montait, il se rafraîchissait encore, laissant s'endormir sur place la plupart des crabes qui ne devenaient plus que des marchepieds et de la nourriture vivante pour leurs congénères. Pas un seul d'entre eux ne s'intéressait à lui, mais il n'était pas sûr que ce soit bon signe. À mi-hauteur, l'air était devenu glacial, et les crabes, encore en mouvement de plus en plus rares et de plus en plus pressés, luttaient pour atteindre le sommet avant de périr à leur tour de froid. Jonas pressa le pas, à cause et malgré son entraînement. Il savait qu'un froid immense n'était pas le bon allié contre une proie inconnue, en particulier dans un lieu étrange comme celui-ci. Alors qu'il pressait le pas vers le sommet, sentant ses doigts se raidir autour du manche de son harpon, quelque chose craqua sous sa botte. Un crabe. Il aurait juré qu'il n'y avait rien l'instant d'avant. Un bruit sourd fit vibrer le temple au même instant, comme une note grave et lourde jouée dans la trame même de la réalité, aux cordes d'une harpe mégalithique. Jonas commençait à aimer de moins en moins cet endroit, fronçant les sourcils et accélérant, sourd au bruissement de plus en plus discret des crabes qui se glissaient entre les colonnes de pierre vers le boyau qui descendait au cœur de la structure, d'où un souffle de chaleur pourrissante émanait. Le chasseur respira la dernière goutte d'air sali, crachant sa révulsion et sentant l'odeur infernale de putréfaction qui s'échappait du boyau. Seul le bruit de ses propres pas et de quelques crabes coriaces avançaient avec lui dans le noir quasi complet. Des lanternes éteintes et des signes illisibles au mur l'accompagnaient dans sa descente vers l'enfer qui semblait se cacher dans les entrailles du temple. Les crustacés descendaient aussi, dégringolant les marches autour de lui, s'infiltrant dans la moindre fissure invisible des vieilles pierres qui paraissaient ainsi les avaler et les mâcher goulûment. Il estima rapidement être déjà descendu sous le niveau de la mer. Sa boussole, qui semblait reproduire les inepties géographiques de son environnement,
s'amusait à pointer nord, sud, est, ouest, tous en même temps. Où était-il maintenant? C'était comme si le monument était en mouvement constant, et qu'il tournoyait pour empêcher quiconque à l'intérieur de déduire sa position. Et effectivement, le chasseur en était incapable. Son souffle s'accéléra, la vitesse des battements de son cœur aussi. Pourtant, il savait pertinemment qu'il n'avait pas peur, qu'il avait déjà vu pire. Il était formé à ça. Il était un Toussaint, le meilleur d'entre eux, et pas seulement parce qu'il était le dernier. Il y pensa, laissant sa main se promener contre son arme pour se rassurer, alors qu'il descendait toujours plus profond dans l'escalier unique, carré, qui lui paraissait pourtant être presque un dédale. Avant qu'il n'entende un bruit. Un bruit de crabe? Non, autre chose. Une voix. Une voix au fond de lui qu'il entendait résonner. Pourtant, rien n'était audible, rien n'était compréhensible. Il sentait quelque chose en lui se battre, invisible. Il s'était arrêté un instant, regardant autour de lui, comme pour rationaliser ce qui arrivait. Rien, personne, même plus un crabe, plus un dessin, rien. Il est inutile de lutter, fit-elle. Elle, cette voix, qui venait au fond de son ventre, comme un ragoût d'intestin vocal, à peine humaine, à peine audible, semblait faire vibrer ses oreilles d'une douleur et d'une puissance nouvelle. Le chasseur refusa de répondre, comme si débattre revenait déjà à perdre le combat, comme si jouer le jeu de la voix était un premier pas vers une longue et sinueuse mort. Elle était une proie, et lui, un chasseur, se dit-il pour se rassurer. Il est inutile de lutter, fit-elle à nouveau, plus clairement, telle une invitation à lui répondre, au fond de lui, une invitation à la lutte. Le chasseur se décida à avancer, cherchant une origine à la voix. Elle était évidente, elle venait de son ventre. Il le savait, mais il ne voulait pas le savoir. Il voulait l'ignorer, dévaler les dalles de cet antique monument, trouver une créature crabesque horrible, et pouvoir lui tirer 2 balles dans le crâne. Et enfin revenir au bercail comme un héros, après avoir perdu un membre ou deux, la routine. Mais non, pour le moment, la créature n'était qu'une voix au fond de son estomac. Qu'est-ce que tu es ? Répondit finalement le chasseur. Il hésita un peu sur le fond de sa phrase, mais sa voix ne sonnait pas comme héros de la peur. Non, il était confiant, malgré toutes les couches d'horreur que semblait porter sa proie aujourd'hui. Le dialogue était lancé, et à une question, la voix en répondit une autre. Quoi de plus frustrant ? Est-ce que ça t'intéresse vraiment, Toussaint ? Il continua à avancer, prenant chaque phrase comme donnée, chaque mot prononcé par son propre soi comme un nouvel indice. Un indice caduque, inutile, porté par des biais, des impressions ou même des envies. Elle savait son nom ? Merde, elle savait son nom. Il ne songea même pas à en être flatté. L'escalier descendait toujours, noir, silencieux, gargouillant, comme un intestin gigantesque qu'il avait avalé, comme l'un de ces crabes déchiquetés qu'il avait pu voir plus tôt. Il haussa le ton. « Réponds-moi !»« Je crains que je ne puisse pas beaucoup, jeune âme. Est-ce que le vent, lorsque tu l'appelles, t'offre-t-il une réponse convenable ? Ou la route t'emmène-t-elle lorsque tu lui demandes une direction précise ? La route se plie toujours à mes ordres. Je choisis dans chaque bifurcation. Mais tu vas toujours nulle part au final. Et cet escalier n'offre qu'un seul chemin, fit-elle. Il perdait définitivement patience. La chose se fichait de lui, de toute évidence. Pourquoi tu fais ça ? Car c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut, répéta-t-il, sans comprendre, son incompréhension se lisant dans le ton de sa voix. Tu ne comprends pas, et tu ne le peux, je ne t'en veux pas. Mais je ne suis pas vraiment. Les crabes ont plus de sens que tout ce que tu n'as jamais vécu. Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Arrête de prétendre que c'est plus important que moi, c'est que des putains de crabes. Alors c'est vrai, tu ne comprends vraiment pas, répliqua-t-elle, alors que le chasseur prit appui sur un genou, une douleur au niveau du ventre venant de le prendre. Pas maintenant, pas ici. Il se sentait près de tout élucider, et pourtant si loin. Ses réponses énigmatiques, sa voix lointaine et pourtant si proche, ses formulations mystiques. L'horloge tourne depuis des millénaires. Il fallait bien qu'un jour, elle s'arrête de tourner, continua-t-elle. Un gong surpuissant fit irruption dans le fond de son cerveau, ses insinuations effritant les murs de son esprit, alors qu'il attrapait sa tête entre ses mains, tentant de combattre il ne savait quoi. Enfin, il savait que c'était elle, cette voix, qui avait causé tout ça. Tout ça, c'était elle. C'était naturel. C'était lui.
Il avait du mal à le lire, et ses yeux commençaient à perdre en couleur, comme s'il cédait lentement à chaque nouvelle découverte. Il toussa, reprenant ses esprits, traînant son corps difficilement entre les pièces. Il avait si mal, mais il fallait continuer d'avancer. Tout était si brutal, tout semblait écrit, et effectivement, la voie lui apparaissait comme inévitable. Il tremblait, maintenant, naguère si confiant, comme si l'indicible voix venait de disposer de son libre arbitre comme un mouchoir sale. Il porta sa main à son arme, par réflexe, comme s'il pouvait tirer sur la voie, les crabes, ou même l'inévitable. Mais il espérait ne pas avoir bien compris. Que chaque vie tracée ne finisse pas à la simple encre d'une nouvelle plume, que l'histoire du monde ne s'écrive pas au sang de crabe, que tout ce qui était juste et bon et naturel n'était pas un compas moral pourri, anthropocentré. Mais tout lui sembla faux, maintenant. Ce goût de faux arrivait comme un charognard dans sa gorge, comme un liquide poisseux absent de culpabilité, comme lorsqu'un enfant se rendait compte qu'il passait pour un idiot. Après tout, face à l'influence qu'il affrontait, c'est ce qu'il était, un enfant. Il venait même à se demander si tout ce qui venait de vivre était vraiment une conversation entre lui et la chose. Un souffle, alors que l'autel apparaissait dans sa dernière avancée dans le monument. Rien. Sans surprise, rien. Alors que ses sens lui faisaient vibrer chacun de ses membres, ses pupilles tremblaient. Son ventre le tendait, forçant sa main comme appui contre ce dernier. Sa vision se troubla. Il n'arrivait pas bien à appréhender les formes face à lui, si ce n'étaient les rires distordus qui semblaient masquer toute son audition. Il attrapa son arme, dernier réflexe de chasseur, tirant sur l'autel, alors que son autre main tenait son ventre. Un crabe éclata. Quelque chose voulait sortir en lui. Il continua de tirer, alors que les rires s'intensifiaient. Pourquoi pensait-il à un coquillage, ici et maintenant? Et pourquoi ce dernier lui semblait si appétissant? Il se tourna derrière lui, se rendant compte que la porte avait disparu. Il baissa les bras, laissant quelques crabes pincer ses mollets. Sa peau chauffa, comme si la chose qui voulait sortir y parvenait enfin. Elle chauffait, 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 jusqu'à ce que, lors d'un réflexe défensif, Jonas tenta de toucher son bras. Sa peau se délitait, comme un vulgaire vêtement de papier, révélant une armure rouge sous le sang et les restes de chair humaine. Il ne pouvait que hurler, mais personne ne l'entendait ici. Il n'y avait jamais eu personne ici. Il se laissa tomber sur le dos, sur les crabes, alors que ses jambes chauffèrent à leur tour, puis explosèrent en 6, elles aussi protégées par cet exosquelette rouge vif. Ses yeux s'expulsèrent, sa vision se troubla, tandis qu'il voyait ses mains, couvertes de sang de crabe, exploser à leur tour pour libérer une paire de pinces. Jonas, tétanisé, rendu muet la sclérite, qui couvrait jusqu'à l'intérieur de sa gorge, hurla en silence. Il hurla de terreur, de rage et de désespoir. Le chasseur était devenu une proie folle de peur et pleurait sans un bruit, persuadé que personne n'entendrait le dernier souffle de vide et toussaint, quand sa conscience sombra dans l'infini. Quelque part, pourtant, quelqu'un l'entendit. Et c'est aussi lentement que possible. Eh ben, c'était bien. La fin est bien. C'est très Cthulhu Crab. Je pense que c'est SCP-169 sur lequel il est. Ça me fait un peu penser à ce que j'avais fait pour le SPC avec la cité d'Aditum qui est sur la fausse bête, mais c'est assez intéressant, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Paf, paf, paf. C'est un Obot.